Bon voilà, nous sommes jeudi matin, nous partons de Cluj. Il est 10h15, on est un petit peu à la bourre. Mais bon, on n'a pas rendez-vous non plus. Et là, je te cache pas qu'il fait déjà 27 degrés. Donc comment te dire qu'il fait un petit peu chaud. Ouais, il fait chaud et ça va pas aller en s'arrangeant puisque les prévisions annoncent un petit 40 degrés dans la région. Mais c'est pas ça qui va nous empêcher de profiter à nouveau de ces paysages magnifiques qui s'offrent à nous dès ce matin. Et d'ailleurs, je te conseille d'en faire autant. Une fois n'est pas coutume, je ferme la marche de notre trio et me laisse porter. Quentin est devant et donc Eric est au milieu, cerné par nos Vestrom. Une fois n'est pas coutume non plus, j'ai cassé le support d'une de mes caméras, la rendant inutilisable. J'ai aussi perdu une protection de mon micro, ce qui explique la qualité d'enregistrement du son franchement pas terrible. Pour commencer la journée, on se dirigera tranquillement vers Souillac, passant non loin de la cave et de ses grottes que je te conseille de visiter, même si nous, on est passé à côté. Là où on aura de la chance ce matin, c'est que nous étions les seuls sur la route. Et quelle route en plus! Plus on se rapprochera de Sarlat, plus les touristes feront leur apparition jusqu'à ne plus voir qu'eux. C'est l'inconvénient de faire ce road trip en plein mois de juillet, alors qu'initialement on avait prévu de le faire au mois de mai. Moi j'ai à droite les gars. Moi j'ai à droite. Tu te souviens, dans l'épisode précédent, je t'expliquais la complexité d'utiliser 3 applis différentes pour le même parcours. Et en voilà encore un bon exemple. Pour moi c'est par là. Quelques secondes perdues à une intersection, le temps de choisir, et c'est reparti. Ouais, j'ai à droite, alors après ça... Qu'est-ce que je raconte là? Ça doit faire partie des différences sur le parcours. Du coup, c'est moi qui reprends momentanément la tête du cortège avant d'alterner, direction Pinsac, puis Calviac en Périgord, car oui, nous sommes désormais dans le Périgord, puis Carsac-Aillac et Vitrac par exemple. Tous ces petits villages bordent de plus ou moins près la Dordogne et sont dans des états de conservation remarquables. Les petites routes que nous empruntons, comme par exemple la D96 ou la D43 ou bien encore la D703, nous emmènent tantôt sur des petits plateaux nous offrant une belle vue dégagée, tantôt dans des creux de vallée. L'occasion de découvrir de belles maisons bien cachées et d'avoir des beaux points de vue. Comme pour le premier et deuxième épisode, je te mets le parcours dans la description. I've been wandering through these hills, and I ain't got no more pills, and the mean old wind won't blow no luck my way, and the world has made me strong, but it can't contain me long, for I got a mind to make these bastards pay.
tell you no amount of right gonna justify your lies. I can see right through you and À force de rouler quasiment sans arrêt, on s'est rapidement rapproché de la Roque Gajac. C'était sans compter sur le petit détour obligatoire vers Sarlat, la ville incontournable de la région. C'est pas chier, regarde. Mais on s'en fout. Ouais, bah. Bon, ok, j'avoue, j'ai un problème avec les sens uniques. Ouais. Sarlat, si tu connais pas, c'est la capitale du Périgord. C'est une cité historique et un site majeur qui compte environ 10 000 habitants. Sarlat, c'est un ensemble urbain médiéval parmi les plus importants du monde et c'est la première ville à avoir bénéficié de la loi Malraux en 1964 qui a permis, tu sais, la reconstruction des 11 hectares du centre-ville. Devant moi, par exemple, se tient la maison qui a vu naître Étienne la Boétie. Tu sais pas qui c'est? Moi non plus. Ce que je sais, c'est qu'il est né en 1530 et que donc la maison date d'avant 1530. C'est une ville qui est aussi visitée par plusieurs centaines de milliers de touristes chaque année et qui sert ponctuellement aussi, de cadre à des films historiques. Mais c'est aussi un endroit où on y mange bien, notamment le canard, spécialité locale, avec un verre de Bergerac, évidemment. À la tienne. À la tienne, mon grand. En plein centre de Sarlat se trouve l'église Sainte-Marie, qui a été redessinée par l'architecte Jean Nouvel. Grande particularité, à l'intérieur s'y trouve un marché couvert et dans le clocher, un ascenseur vitré qui permet un beau panorama sur la ville. L'origine de cette ville d'ailleurs est un peu floue et se perd entre histoires et légendes. On est à peu près sûr qu'une abbaye qui fut construite au 9e siècle par le roi d'Aquitaine qui s'appelait Pépin, c'est pas de bol, était son point de départ. C'est la seule abbaye à avoir été épargnée par les Vikings car elle n'est pas au bord de la Dordogne. Elle sera placée sous la protection du Saint-Siège de Rome en 1153. La ville qui s'y est développée est donc essentiellement médiévale. Au XIIIe siècle, la ville compte 5000 habitants, soit plus de la moitié du nombre actuel. Mais en 1280, la peste noire tua 2500 de ses habitants. On sait aussi plus tard que Sarlat a joué un rôle important dans la guerre de 100 ans. Sarlat est donc devenue une cité hyper touristique, surtout en été, avec nombre de magasins et de restaurants, comme tu as pu t'en rendre compte. C'est vrai que circuler dans les ruelles étroites peut parfois ressembler à prendre le métro à Paris en heure de pointe. C'est la rançon du succès, comme c'est le cas au Mont-Saint-Michel par exemple, qui a quelques points communs dans son architecture et sa présentation. La petite mascotte, le loulou. Mignon comme tout. Ah, le loulou. C'est unique, il est hyper sage, hyper mignon, on l'entend pas, il bouge pas. Ah, c'est la fou, meilleure hein. mascotte qu'on puisse rêver quoi. Il est adorable. Je parle de Newton évidemment, pas de Quentin. Parce que c'est marrant parce que. On peut faire le tour du bâtiment là, simplement comme ça. Hop. Ouais. Oui, ça évite le sens unique. On fait juste le tour là et on tourne derrière. Ouais. C'est marrant parce que à peine tu sors d'une ruelle là-bas, que déjà tu plonges dans une autre ruelle qui est super belle. T'as envie de te dire, bah attends, je vais aller voir cette ruelle là aussi. Du coup, tu vas dans cette ruelle et là t'en trouves une autre, donc tu y vas aussi, tu vois. Et en fait, t'arrêtes jamais, tu sors jamais de Sarlat, t'es toujours dans le centre-ville qui est trop mignon. Je pourrais habiter là. Merci Guillaume pour ton intervention. Je t'en prie Quentin. Bon allez, c'est pas le tout, mais la journée avance et l'envie de rouler n'est pas rassasiée, au contraire. Au fait, là il est 14h et quelques et il fait déjà un bon 39 degrés. Ça promet pour cet après-midi.
Voilà, cette fois on y est à la Rotte-Gajac. Aujourd'hui, ce village, qui fait partie des plus beaux villages de France, compte 400 habitants à peine, alors qu'au Moyen-Âge, 1500 personnes vivaient ici. C'était essentiellement des pêcheurs et des gabardiers. Tu sais, ceux qui naviguaient sur les gabarres que tu as vus dans l'épisode précédent. Comme tu peux le voir, le village est coincé entre les falaises et la Dordogne, d'où cette architecture un peu particulière. En 1957, un pan de la falaise d'ailleurs s'est écroulé sur une partie du village, détruisant quelques maisons et coupant la route au passage. En 2010, c'est un pan du plafond du fort Troglodyte qui s'effondre lui aussi. Les travaux de consolidation viennent d'ailleurs tout juste de se terminer et on peut enfin revisiter le site. Je te mets le lien dans la description. En 2010 toujours, un énorme rocher menaçait de s'écrouler aussi et la route sur laquelle nous sommes fut fermée pendant 5 semaines. Aujourd'hui, c'est le tourisme qui est très important et il y a autant de kayaks sur la Dordogne que d'habitants dans le village. Mais personnellement, je trouve ce village vraiment très beau. Après la Rotte-Gajac, on croisera 2 autres hauts lieux historiques de la région. Le château de Castelnau, perché sur la rive gauche de la Dordogne, et le château de Bennac, situé sur la rive droite. Castelnau est un château médiéval du XIIIe siècle, classé au monument historique, lui-même construit sur les ruines d'un premier château détruit durant les croisades. En 1259, un traité reconnaît Henri III d'Angleterre comme suzerain. Du côté anglais pendant la guerre de Cent Ans donc, il est repris par les Français et Charles VII en 1442. Ce château évoluera au fil des inventions militaires jusqu'à devenir une vraie forteresse qui finira abandonnée à la Révolution. Le château de Bennac, lui, a été offert par Richard Cœur de Lion, tu te rappelles Robin des Bois ? Bon, à Mercadier, son routier. C'est donc une place forte française et je te laisse donc imaginer la guéguerre que se faisaient ces 2 châteaux pendant tout le XIIIe siècle. Bennac fait aussi partie des plus beaux villages de France. La plus ancienne trace de Bennac remonte à 1115, lorsque Ménard de Bennac fait un don à des religieuses. Oula le beau gosse. Bon, globalement, toute l'histoire du village, mais aussi le Périgord noir, se rattache à la famille de Bennac qui disparut en 1753. Une vue sur une magnifique usine. Oh la Dordogne, elle est propre, hein. Tu vois, il y a des gens qui se baignent et tout, c'est vrai que là ça me donne envie de sauter. Ouais, il y a beaucoup moins de monde aussi. Ouais. Bah s'arrêter là, je sais pas trop, on est déjà pas trop en avance. Après Bennac, on empruntera la D703, très roulante, et la D50, beaucoup plus torturée. On passera encore quelques manoirs et autres belles demeures tout au long de la route, ainsi que quelques ponts. On se dirigera vers notre prochaine étape, le gouffre de Proumessac, avant de magistralement passer à côté à cause d'un GPS trop chaud, d'une erreur de lecture de carte et de la fatigue. Ne fais pas la même erreur que moi, va visiter ce gouffre absolument fantastique. Il est une très bonne alternative au gouffre de Padirac, souvent blindé de touristes et plus cher. Je te mets le lien du site en description. En attendant, la 1200 GS affichant 43 degrés, si, t'as bien entendu, 43 degrés, Eric, que je vois un petit peu fatigué dans mon rétro, décide d'improviser une petite halte au bord de l'eau pour rafraîchir tout ce qui peut l'être. Les motos, nos esprits, Newton, nos téléphones. Mais pour arriver à ce bel endroit, il va falloir emprunter une petite route qui n'en est plus vraiment une. Putain, vous m'en aurez fait faire du off-road. Hein. Et me dites pas que c'était pas du off-road. Les mecs ils répondent même plus. Bon c'est bon, j'ai compris, je vous le fais. On repartira de ce petit coin de paradis pas vraiment rafraîchi, mais en ayant décidé de notre prochain camping.
s'est trouvé un camping près de Lalinde. C'est toujours au bord de la Dordogne, hein. Tu peux voir d'ailleurs tellement au bord que je suis dedans. J'en profite parce qu'après une journée à 38 degrés, bah, ça fait du bien, hein, de l'eau fraîche. Et encore, elle est même pas vraiment fraîche, elle est juste pile poil comme il faut. Donc je suis dans une cascade, comme tu peux voir derrière moi. Et puis voilà, la Dordogne elle est là, il y a Eric avec Newton. Et puis derrière, un peu plus loin, tu as un petit château, vraiment, ça te fait un panorama et une vue juste top, quoi. Voilà, allez, j'en profite, hein, on se retrouve plus tard. Et plus tard, ce sera demain, car ce soir, c'est détente, course, tri dans les fichiers vidéo, préparation du parcours de demain et douche. 145 km auront été parcourus aujourd'hui, en moins de 4 heures. C'est peu, mais entre les pauses et cette telle chaleur, qui ne descendra pas vraiment dans la nuit d'ailleurs, la fatigue et l'inattention nous guettent et on aura vu tout de même beaucoup de choses, même si on est passé à côté de certaines. Si tu as des questions, n'hésite pas à commenter et je répondrai. Et si cet épisode t'a plu, en attendant le prochain, mets un pouce vers le haut et abonne-toi si c'est pas encore fait. Allez, à bientôt.